Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Qui sont les bâtisseurs du récif corallien ? Avec Pascal Joanneau. On ne parle d'eux que comme d'une espèce en voie de disparition, sans rendre hommage à l'incroyable richesse de services écosystémiques qu'ils rendent à l'océan. Eux, ce sont les coraux, objet de spécialité de Pascal Joanneau, docteur en océanographie, plongeuse et ancienne directrice des expéditions scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour madame. Bonjour. Alors, comme nombre de béotiens, j'étais persuadé que les coraux étaient des végétaux. En réalité, vous m'avez appris que ce sont des animaux de la famille des cnidaires. Pouvez-vous nous parler de cette grande famille et quelle place les coraux occupent-ils en son sein ? Alors en effet, la nature du corail, ça a été pendant très longtemps une bagarre entre plusieurs scientifiques. Il y avait un jeune naturaliste, Jean-André Peyssonnel, qui vers 1724-1725 a dit « mais le corail, c'est un animal ». Il était médecin et botaniste du roi en Guadeloupe. Et puis alors là, évidemment, c'était pas possible que les coraux soient des animaux, ces espèces d'organismes un peu durs. Et donc, il a été complètement mis au banc de la société, notamment de l'Académie des sciences à Paris, par Réaumur et par Bernard de Jussieu. Mais 15 ans plus tard, finalement, ils ont bien tous réfléchi et ils se sont aperçus que finalement, c'est vrai que le corail était un animal. Et Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, a approuvé 22 ans plus tard, et je vais vous lire la phrase qu'il a dit au sujet du corail. Ainsi, les plantes marines que d'abord on avait mises au rang des minéraux ont ensuite passé dans la classe des végétaux et sont enfin demeurées pour toujours dans celle des animaux. Alors, en effet, le corail est un animal qui appartient au grand embranchement des cnidaires. Cnidos en grec, ça veut dire l'ortie. Et dans ce grand groupe, on y trouve tous ces organismes qui sont les méduses, les gorgones, le corail noir, donc les coraux qui construisent le récif, les coraux de feu. Et quand on a touché un corail de feu, on sait pourquoi ce sont des cnidoblastes. Parce qu'ils ont en fait dans leur chair toute une batterie de petites cellules qui ressemblent à une sorte de ballon de rugby dont l'une des extrémités est ouverte par un petit couvercle. Dans ce ballon de rugby baigne un harpon dans un liquide toxique et quand il y a une proie qui passe à proximité ou quand il y a un agresseur, eh bien l'ensemble de la batterie de ces cellules urticantes qu'on appelle les cnidoblastes s'ouvrent et vont planter le harpon dans l'ennemi ou la proie qui passe. Donc, on les regroupe dans ce grand embranchement qui s'appelle les cnidaires. Les premiers organismes qui pourraient s'apparenter datent d'il y a 500 millions d'années, de la faune d'Ediacara, mais ces organismes-là, qui ont construit finalement les premiers récifs, ont disparu, et les coraux actuels datent du Trias moyen. Donc, ce sont des animaux qui sont apparus il y a de 140-250 millions d'années. Et alors, les coraux font partie de ce qu'on appelle les hexas corallières. Hexa, ça veut dire 6. Et en effet, c'est tout simple. Quand on regarde un corail qui construit le récif, eh bien, on s'aperçoit que ce petit organisme a toujours une couronne de tentacules de 6 ou un multiple de 6. Et son squelette, lui aussi, a des septes qui sont toujours en multiple de 6. Ce sont donc des hexas corallières. Alors, qui dit animaux dit reproduction, et celle des coraux est peu banale, ma foi. Je vous rappelle que nous sommes aussi écoutés par des personnes mineures, et donc racontez-nous la grande nuit d'amour des coraux et la grande orgie océanique qui s'ensuit le lendemain. C'était tout à fait soft. Les coraux, c'est vrai que ce sont des organismes qui ont plusieurs modes de reproduction. Il y a des organismes qui émettent des larves, c'est-à-dire que la fécondation est interne, souvent hermaphrodite, c'est-à-dire que les ovules et les spermatozoïdes se fécondent, on émet des larves. Il y a ceux qui sont fécondés en interne, mais c'est le spermatozoïde qui vient
à l'intérieur du polype fécondé l'ovule, et il y a aussi, et ça c'est la majorité, des coraux qui émettent des ovules et des coraux qui émettent leurs spermatozoïdes de même espèce. Et alors là, c'est un phénomène extraordinaire, la fameuse grande nuit d'amour des coraux qui a lieu quelques nuits après la première pleine lune d'été. Alors par exemple, dans l'océan Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, la ponte des coraux a lieu entre novembre et janvier, selon, d'une part, la température de l'eau, parce qu'il faut en effet qu'il y ait une petite augmentation de la température de l'eau pour que les coraux se reproduisent. Il y a un phénomène de lune, on a vu que c'est quelques nuits après la première pleine lune, certainement à marée étale. Et alors ce que j'ai pu constater en Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est souvent lors d'une accalmie des vents d'ouest qui sont très très forts en novembre-décembre, et c'est à ce moment-là que ça pond. Et je peux vous raconter une anecdote, puisque on était un petit peu en bataille avec les Australiens qui décrivaient le phénomène, qui l'ont décrit avant les Français, mais on était quand même en bataille avec eux. Et après la première pleine lune de novembre, quand la température de l'eau est montée, à ce moment-là, on a regardé toutes les nuits si nos coraux pondaient. Et donc, je dirigeais l'aquarium de Nouméa à l'époque, et évidemment, la première nuit, ils n'ont pas pondu. On était une quarantaine à l'aquarium, en mer. C'était vraiment branle-bas de combat avec tous les plongeurs, etc. Ils ne pondent pas. Deuxième nuit, personne ne pond. J'avais quand même encore toute mon équipe. Puis, troisième nuit, c'était en novembre 1989, je m'en souviendrai toujours. Tous mes plongeurs m'avaient abandonné. C'était un vendredi soir, donc vaqués à leurs occupations. Et je me suis dit, ce soir, les coraux vont pondre parce que le vent était tombé. Donc je suis arrivée à l'aquarium, et là, spectacle féerique, où j'ai vu toutes ces petites billes vertes, roses, un peu beige qui montaient, et donc les coraux ont pondu cette nuit-là. J'ai quand même eu le réflexe de vite appeler les médias et quelques plongeurs qui sont arrivés et qui ont pris quelques photos. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils pondaient en même temps en mer. Donc cette grande nuit d'amour des coraux, lorsque les ovules et les spermatozoïdes sont émis, c'est un phénomène absolument magique, et on a l'impression de voir de la neige à l'envers. La neige qui monte, c'est vraiment un spectacle très doux. Et il est très doux pour les coraux, pour notre vision, mais en revanche, c'est un véritable festin, une véritable orgie pour les poissons qui se lancent là-dessus, parce que lorsque l'ovule et le spermatozoïde se fécondent, ça fait un œuf. Et cet œuf, il est légèrement lipidique. Et donc, il monte en surface. Et le lendemain matin, s'ils n'ont pas été tous mangés par les poissons ou les autres organismes qui s'en sont vraiment régalés, eh bien, la mer est rose de toute cette nuit d'amour qui a été formidable et qui a permis de régénérer le récif. Une fois que cet œuf est fixé, comment est-ce qu'il va évoluer pour devenir une colonie véritablement foisonnante et construire ce qu'on appelle le récif corallien ? Alors, avant de devenir un petit corail, donc il y a la fécondation, ovule spermatozoïde, mais l'œuf va se développer en une petite larve d'abord. Et cette petite larve, on l'appelle la planula. Elle ressemble à une espèce de mini poire avec des petits cils tout autour. Elle est donc un peu arrondie comme ça, comme une poire. Et elle va nager au gré des courants. Si elle ne se fait pas manger par les poissons ou par ses adversaires, elle va perdre ses cils, elle va tomber, et là, elle va construire le premier polype. Petit polype, le polype du corail, c'est une sorte d'anémone qui va construire son squelette, mais qui est un squelette externe et non pas interne comme nous, les humains. Donc, le petit polype construit son donjon, si vous voulez, et il est bien seul. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va se reproduire de façon asexué, c'est-à-dire qu'il va se multiplier par 2, par 4, par 8, etc. pour former petit à petit une colonie de corail. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que les coraux ont une croissance très variable en fonction de leur forme. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a à peu près, aujourd'hui, un petit peu moins de 800 espèces de coraux sur la planète. Et donc ces coraux, si les conditions sont bonnes, eh bien, vont développer leur squelette. Et l'animal corail, je dis toujours qu'il est un peu snob, c'est-à-dire qu'il habite toujours l'attique du donjon qu'il est en train de construire. C'est-à-dire qu'il habite donc ce dernier étage et il abandonne les étages inférieurs au fur et à mesure qu'il construit sa colonie.
Donc le corail construit son squelette, il a différentes formes et il a une croissance très très variée. C'est-à-dire que les coraux qui sont en forme de branches, certains genres qu'on appelle les acropora, ces coraux vont grandir assez vite en hauteur, de 10-11 cm par an. Mais les coraux qui sont en boule, les grosses patates, ce que nous on appelle des patates de corail, eh bien elles ne grandissent que de 1 cm de diamètre par an, ce qui est très peu, et ce qui fait qu'une patate qui a 1 mètre de diamètre, elle peut nous raconter un siècle d'histoire de la mer. Et ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dans ces patates de corail ? Eh bien, on en fait des carottes. Et ces carottes servent à décrire le climat qu'il a fait pendant tout ce temps-là. Et pour décrire le climat, ces carottes, on les tranche en feuilles de salade. Donc, vous voyez, on fait toute une salade avec nos coraux quand on est scientifique. Alors le corail, il a beaucoup à nous apprendre sur notre histoire, mais il a aussi beaucoup à nous apprendre à nous les humains, parce que vous m'avez raconté l'histoire d'une symbiose parfaite entre cet animal et une petite algue. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous ? C'est extraordinaire parce que, en effet, je vous ai donc dit que le corail était un animal. Mais il est malin, il s'est associé avec un végétal, donc ces petites algues qu'on appelle les zooxanthelles. L'association des deux va permettre au corail de mieux construire son squelette. Donc, le corail est un animal qui s'associe à du végétal pour former un squelette minéral en aragonite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette symbiose ? Les zooxanthelles, comme tous les végétaux, font la photosynthèse. Donc, prennent la lumière du soleil et prennent du CO2, font leur cuisine, si vous voulez, de la photosynthèse, libèrent de l'oxygène et libèrent des sucres. Cela, ça sert à l'animal corail pour sa croissance, mais l'algue, la zooxanthelle, l'aide aussi à mieux capturer le calcium de l'eau pour fabriquer son squelette en carbonate de calcium qu'on appelle de l'aragonite. Le corail, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait donc ces petits cnidoblastes qui lui servaient à capturer ses proies. Donc lui, c'est un carnivore. L'animal corail est carnivore. La zooxanthelle, elle, c'est un végétal. Donc lui, quand il capture sa proie, comme nous, quand on mange, on a des déchets. Ces déchets, ça sert à quoi ? Ça sert, entre guillemets, d'engrais pour ces petites algues. Et c'est la symbiose parfaite entre l'algue et le corail. Et c'est grâce à ça que les coraux ont en partie leur couleur lorsqu'ils sont bien vivants. Et c'est aussi grâce à ça que le corail construit les plus grandes bioconstructions de la planète, qui sont les récifs de coraux. Les récifs barrières, les récifs frangeants, tout ce qui est récif corallien avec des zooxanthelles. C'est ce qu'on appelle les coraux hermatypiques. Alors, nuit d'amour au clair de lune, union parfaite, le corail cumule vraiment de sérieux atouts. Et il en a encore un autre qu'on n'a pas abordé. Ce bâtisseur de récifs joue un rôle crucial pour le développement de la flore et de la faune marine. Tout à fait. Le corail construit le récif corallien, ces grandes constructions bioconstruites donc, que l'on voit depuis la Lune, la grande barrière de corail australienne, on la voit depuis la Lune. Et donc, dans ces récifs coralliens, il y a une foultitude d'organismes marins que vous pouvez d'ailleurs voir à la Galerie de l'Évolution, au Muséum national d'histoire naturelle, au Jardin des plantes. Et cette biodiversité récifale est une biodiversité qui permet à près de 800 millions d'habitants de la planète d'avoir 90% de leurs protéines. Par la pêche, bien sûr. Ces récifs coralliens servent aussi à des barrières pour protéger les côtes des assauts de l'océan. Et ces récifs coralliens, on les trouve sur toute la zone intertropicale dans des eaux qui sont entre 21 degrés jusqu'à 25 degrés. Et par exemple, dans le golfe d'Aden, ça peut aller jusqu'à 32 degrés. Les espèces ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en effet, la richesse de ces récifs coralliens, non seulement est un atout
pour la nature, bien sûr, mais pour nous tous, par la pêche, le tourisme et la protection des côtes. Alors on voit à quel point c'est miraculeux, mais pour terminer cet épisode, envisageons les aspects un peu plus sombres qui pèsent sur les coraux. Il y a l'activité humaine, la pollution, le réchauffement climatique, autant de formes de stress qui conduisent à la mort du récif. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ces menaces sont à l'origine d'un triste divorce et quels impacts celui-ci a sur la biodiversité et sur la vie côtière ? Alors vous savez, les coraux, ce sont donc des organismes, comme je vous l'ai expliqué, ils ne peuvent pas se sauver, ils n'ont pas de pattes pour se sauver. Donc quand il y a un stress, ils le subissent. Alors il peut y avoir plusieurs stress. Un stress très important, c'est la sédimentation. Un corail qui se trouve à proximité d'une mine par exemple et qui reçoit toutes sortes de sédiments ou d'alluvions, il ne peut pas se sauver, il est étouffé. C'est la première chose. Actuellement, on parle beaucoup du blanchissement du corail. Alors, qu'est-ce que c'est que ce blanchissement ? Qu'est-ce qui se passe ? En effet, quand il y a un stress, quel qu'il soit, lorsque la température de l'eau, par exemple, augmente, ce qui malheureusement est de plus en plus le cas, eh bien, il y a en effet une espèce de divorce entre l'algue qui est à l'intérieur du corail et l'animal corail. Et le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui est vraiment pas bien et donc ils se séparent. Les algues sortent, le corail blanchit et en effet, le changement climatique, ce stress climatique, les coraux ont du mal à s'adapter parce que ça va trop vite. Et donc, on a des phénomènes de blanchissement. Après ce blanchissement, bien sûr, le récif corallien est complètement fragilisé. Il va mourir, il va y avoir des algues qui vont venir les coloniser. Et donc ce récif est à la fois fragile pour l'écosystème, mais il est aussi très très fragilisé pour l'utilisation qu'en fait l'homme. Donc il y a bien entendu beaucoup moins d'espèces, il y a donc une diminution de la pêche, mais également il peut y avoir des problèmes sanitaires, car sur les récifs endommagés se développent des petits dinoflagellés et qui sont toxiques et qui provoquent ce qu'on appelle la ciguatera. La toxine s'appelle la ciguatoxine. Les poissons herbivores vont manger ces algues. Les hommes peuvent manger ces poissons et peuvent avoir une intoxication qu'on appelle la ciguatera et plus communément, notamment dans le Pacifique, la gratte, parce qu'on a des sensations chaud-froid, on a des oppressions de respiration qui peuvent aller jusqu'à la mort. Et nous n'avons pas, à ce jour, de remède. Mais pour finir sur une note positive quand même, le corail, c'est un ravissement pour l'ensemble de la population de la planète et c'est pour ça qu'on a créé l'initiative internationale pour les récifs coralliens en 1994 et nous en France, avec tous nos récifs coralliens dans nos collectivités d'outre-mer, on a créé l'initiative française pour les récifs coralliens qui agit énormément en faveur d'une meilleure gestion de ces écosystèmes fantastiques. Voilà, pour notre bien-être à nous, arrêtons de stresser les coraux. Merci infiniment de nous avoir fait mieux découvrir cet étrange animal. Merci beaucoup Pascale Joanneau. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Pascale Joanneau, docteure en océanographie, plongeuse et ancienne directrice des expéditions scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.